Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe-Bourg pour le podcast pour cette nouvelle émission, ce nouveau podcast d'actualité de la semaine que on va pouvoir discuter ensemble avec Étagère. Bonjour Étagère. Bonjour. Alors je te vois toujours depuis ma place, mais je te vois de moins en moins, toi et moi. Moi je ne vois plus Elena, c'est fini. Ouais, je vois ton front. Oui, moi je vois tes yeux, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Il faut faire un effort, mais de base effectivement je vois un quart de front. Je vous explique. Il remplit de plus en plus son bureau. Il y a de plus en plus d'ordinateurs qui se dressent entre nous et en plus il a même mis un pot de fleurs. Oui, mais c'est vraiment le pot de fleurs qui est responsable de tout le mal. Oui, mais parce qu'il est pile dans ma visu, tu vois, et du coup pour moi des fois tu vois, là j'ai baissé l'écran parce que je peux moduler la taille de l'écran. Il se la pète en plus. Et maintenant je peux te revoir, mais je te vois pas plus qu'avant quoi, parce qu'il y a toujours tes écrans à toi aussi. Hein. C'est problématique. Comment est-ce que vous allez ? Bah à part le fait que je le vois pas, qui est dommage. Arrête, on se voit autant qu'avant là, ça suffit. Je rappelle que ces gens sont mariés. Normalement, ça va, ils se voient un peu à la maison. Oui, bah écoutez, non, ça va un peu fracassé par le travail et par le stress de manière générale. Mais par ça la va. bronchite. Moi, j'ai une bronchite. Le fautif est d'ailleurs absent aujourd'hui. Oui. Oui, n'est-ce pas, Mage ? Est-ce qu'on commencerait pas par le bilan vidéo de la semaine ? Eh ben, je t'en prie, lance le bilan vidéo de la semaine. Alors, cette semaine, en termes de production de vidéos, on a encore été assez actif, on va dire. Vous avez eu sur la chaîne Iconoclast le plus grand sauvetage du jeu vidéo, qui a été une vidéo écrite et montée par Mage, avec un storytelling aux petits oignons sur une histoire absolument incroyable, qui n'aura pas réussi à se sauver elle-même de la chute, puisqu'elle ne fonctionne pas du tout. La vidéo est un four monumental. C'est toujours ça avec les projets passion. Oui, il y a pas de souci, ça peut arriver. Elle est magnifique la vidéo. La vidéo est très bien, on en est très fiers, mais malheureusement, elle n'a pas le résultat escompté. Les gens sont très contents. Elle se met sur le piédestal à côté de EVE Online et de Foxhole et de Let Me Solo Let Me Solo Her. Voilà, donc elle est très très belle. Let Me Solo Her. Bah, Là, j'en peux plus entre l'accent français, anglais, je sais pas quoi mettre. Ouais, allez, c'est bon, Madame Multilingue là. Mr. Worldwide. Donc oui, vidéo qui fait un four mais qu'on aime beaucoup et qui visiblement a des super retours. On est à 99,2% de pouces bleus. Ça c'est bien. C'est vénère, donc si vous voulez aller la voir, nous ça ne nous dérangera pas, quitte à ce que vous nous flinguez ce ratio de bons pouces bleus, ça qui fait plaisir. Et mais pourtant bon, elle est arrivée dans les tendances jeux vidéo. Hein. Oui, mais pas très longtemps. Ouais, et puis, mais je l'y ai vu, mais bref. C'est pas grave. On a eu aussi Elena qui nous a fait un test de blanc, qui nous en reparlera dans à quoi elle a joué, parce que ça fait partie des jeux qu'elle a joué cette semaine. Alors blanc, est-ce que ça a un rapport avec gris ? Non, absolument. Est-ce que ça a un rapport avec Hélène Noire ? Non. Est-ce que ça a un rapport avec la chanson I'm Blue, promis c'est la dernière blague et j'arrête ? Non, pas du tout. Mince. Aucun rapport. Donc blanc, petit jeu indépendant qui faisait parler de lui un petit peu dans les différentes présentations Nintendo Indie Direct, etc. Elena l'a testé, elle vous en reparlera un peu après. Mais c'est disponible sur Singe-Pourpre. Il y a peu de chances qu'il y ait d'autres tests Singe-Pourpre qui arrivent. On ne sait pas trop encore. On s'est un peu emmêlé les pinceaux. Je crois que ce sera peut-être le seul test. Je vous en parlerai aussi. Pourquoi ? Parce que je me suis un peu fait avoir de mon côté niveau planning. Par contre, sur TikTok et Instagram... ça charbonne. Ça a charbonné. Alors, il y a comment dire... Déjà, il y a pareil, il y a des TikTok. Il y en a 2 normalement qui vont apparaître sur Iconoclast. Et je sais pas encore lesquels ça va être. Donc... on va voir, mais pour le moment, il y en a un au moment où on enregistre qui est sorti, c'est justement le plus grand sauvetage du jeu vidéo d'Elite Dangerous, qui fonctionne 2 fois mieux sur TikTok que sur YouTube, donc genre comment ça 2 fois mieux ? Mais genre 3 fois mieux. 3 fois mieux. En chiffres ? En quantité, oui. Ça décolle du tonnerre. Voilà, ça, comment dire que ça fout un peu le seum.
Ça provoque des questionnements vis-à-vis de, du système YouTube, ou en tout cas, est-ce qu'on n'est pas dans une mauvaise passe, tu vois, vis-à-vis du robot YouTube? Je pense pas qu'il faille... Alors, je pense qu'il faut toujours se questionner, mais d'une manière générale, je vois cette complémentarité comme quelque chose de positif. Bah, c'est cool. Ça veut dire qu'on est fort. Ça veut dire que c'est pas nous. C'est pas de notre faute. Oui, donc du coup, qui fonctionne bien. Il y en aura 2 autres entre-temps qui seront passés. Mais, du coup, allez les voir sur TikTok. Mais on a un TikTok également, Singe Pourpre, qui est dans lequel on matraque les tests ou pas tests. Quand il n'y a pas de test, on fait quand même des jeux qu'on a fait et qu'on veut pas forcément faire un test, on en fait un TikTok. Sur Singe Pourpre sont apparus du coup cette semaine de la part de Mage, vous avez eu Hi-Fi Rush. Et Atomic Heart. Et Atomic Heart, c'est attention, Atomic Heart, il n'y a pas de S à la fin. Et de la part d'Elena, vous avez eu un TikTok sur Blanc. Sans surprise, le TikTok sur Blanc. Exactement, qui sont les TikTok. Je n'ai pas eu un seul de mes TikTok cette semaine. J'ai pas Mais été, c'est bien, ça veut dire qu'au niveau de l'entreprise, là, ça prend. C'est cool, c'est bien. Sur Singe Pourpre, c'est bien. Après, on va revenir sur le pourquoi du comment est-ce que j'en suis dans cet état-là, quand on parlera de à quoi on joue. Mais d'avance, je te donne pour gage de ne pas te descendre toi-même, s'il te plaît. Oui, non, mais je vais pas que me descendre, rassurez-vous. Ne le fais pas du tout. Et on va enchaîner sur le point abonnement. Vous êtes actuellement 176 contributeurs. Vous êtes source. Et contributrices sur le Patreon. Continuez à être soisse. Continuez, vous êtes bien soisse. On vous aime. Merci beaucoup pour votre soutien au quotidien, ça fait méga plaisir. Et on entre du coup là-dedans, dans ces commentaires Discord de ces patriotes qui sont toujours aussi actifs et aussi doux. Elena, tu m'as dit que tu avais repéré quelques commentaires. Oui, il y a eu des personnes qui ont réagi quand même à notre précédent podcast. Et donc notamment, il y a eu des réactions vis-à-vis du Game Pass, parce qu'on a posé la question aux gens. Pass. Est-ce que vous avez le Game Pass ou est-ce que vous n'en avez pas du tout? Et si vous n'en avez pas, pourquoi? Donc on a des réponses, notamment Paroxysme qui nous dit que, alors pour le coup, le Game Pass, je dois bien avouer que non, j'en ai pas, parce que j'estime qu'avoir actuellement sur Steam 746 jeux me suffit amplement actuellement. La seule forme mensuelle du jeu vidéo que je consomme, c'est le Humble Bundle, et je ne compte pas en changer. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup aussi du Humble Bundle. Du Humble Bundle, mais c'est parce que la formule Humble Bundle a beaucoup évolué en fait. Actuellement, il y en a toujours plusieurs en parallèle, et c'est pas que des jeux vidéo. T'as aussi des comics, t'as des trucs. Je me souviens que j'ai eu un copain typiquement qui a commencé, il a été entré dans une école, je crois, il a fait game design à Rubica, je crois, et c'était vachement intéressant parce qu'au moment de sa rentrée, il y avait Game Maker dans le Humble Bundle. Ça aide. Oui, il y avait d'autres logiciels vachement sympas et il s'en est servi quand même dans sa formation, donc à surveiller, effectivement, Humble Bundle. C'est pas quelque chose que je pense souvent à regarder, effectivement, sur le Humble Bundle. Il faudrait que je refasse un effort. Il y a eu une période où je reprenais, tu sais, il y avait toujours les gros bundles où je fais l'essentiel de ma collection Steam dessus, en fait. Oui, pareil, mais tu sais, c'est les bundles avec des jeux mystérieux qu'on n'a jamais lancés. Exactement. Donc moi, je serais très curieux d'y retourner, surtout qu'il me semble qu'il y a des jeux très récents qui sont faits dans les bundles. Tu sais, c'est 13 € par mois. Ouais, c'est ça, Bundle Game. C'est 13 € par mois et t'as une gamme de jeux vraiment ultra vénère. Non, faudrait que j'aille refaire un petit tour. Même comment ça s'appelle, c'est fou parce qu'on a l'impression maintenant que ce podcast est devenu un instant pub pour Humble Bundle. Ah, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Bon, ça, c'est une autre histoire. On n'est pas payé. Mais plus sérieusement, je vais faire un wink-wink autour de cette table. Il y a des assets pour du développement de jeu assez souvent sur Humble Bundle. Oui, je sais, mais... Le wink-wink a atterri là où il fallait. Il me faudrait Game Maker, quoi qu'il arrive. Ok. Voilà, c'est important que je m'y mette. Bref, c'est pas dramatique. Nous avons également Mike Desbois qui nous parle aussi de son expérience Game Pass et qui dit que lui non plus il en a pas. Mais par contre, vous, donc nous, vous êtes de très bons ambassadeurs. Ça fait plaisir. Vous donnez envie. On n'est pas payé. On n'est pas vraiment ambassadeur si on n'est pas impliqué avec Microsoft, tu sais. Donc il nous dit que vous donnez envie d'y souscrire avec tous vos récits. Et le fait que je viens de faire la même découverte que ce que vous avez présenté dans le podcast, les jeux que j'ai achetés sur Switch sont aussi dans le Game Pass. Donc effectivement, ça peut motiver quand même des personnes de passer... de changer un peu leur système de consommation. Tu peux pas enlever effectivement à la Switch d'être portable. Bien sûr. Et efficace parce que Mais tu vois, par exemple, moi j'ai découvert Inside il y a pas longtemps. Ouais. Et j'étais très content de l'avoir fait via le Game Pass. Je l'avais essayé en mode portable et c'est là que je m'étais rendu... Enfin, en mode cloud, excusez-moi. Je l'avais essayé avec le cloud. Et c'est là que je m'étais rendu compte que les artefacts de compression, c'est
c'est pénible. Même quand il y en a pas beaucoup, en fait, ça va dégrader les dégradés. Oui, ça va dégrader les dégradés. Vous voyez les dégradés noirs, par exemple, dans un jeu qui a beaucoup de pénombre, vous avez des limites entre les différents dégradés qui se voient, ça n'est plus smooth et c'est très désagréable à l'œil. Et je me suis dit, bon, j'y ai joué 2h30, je crois, pour le finir, un truc comme ça. Un truc comme ça, c'est 2h30, 3h inside. Ça coûte 2,40€ sur Switch Inside. Est-ce que ça valait peut-être plus le coup que je dépense 2,40€ pour y jouer 2h30 sur une console portable et l'avoir en version portable? J'aurais peut-être préféré, tu vois. Oui, ben... Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. La Switch, c'est une version solide. C'est une console portable solide. Disons que la Switch, elle s'est placée... Quand on parle des gros jeux de la Switch, on a tendance à pointer du doigt leurs problèmes techniques. Et c'est vrai. Ouais. C'est pas il y a un fond de vérité. C'est faiblesse. C'est un fait, je veux dire. Sauf que la Switch est, selon moi, une console parfaite pour jouer à tous les jeux indés. Oui. Elle reprend mon amour des jeux indés là où j'avais dû abandonner le navire PS Vita, qui était pourtant formidable. Bah, il y a le Steam Deck, mais c'est pas le même prix à l'achat. Et... Non, effectivement. Mais c'est que, pareil, c'est pas placé exactement pareil. C'est pas placé exactement pareil non plus, effectivement. Mais voilà, très, très bien de le souligner. Est-ce que tu en avais d'autres, Elena? Bah, on va justement rebondir sur ça et rappeler que finalement, l'utilisation de Game Pass, elle dépend de votre manière de jouer, mais aussi de votre matériel. Parce que, par exemple, Gax nous dit, lui, il va se lancer dans la Team Game Pass. Donc, il dit, je n'ai qu'une Xbox. Il précise bien, il a une Xbox. Et rien d'autre. Et celui-ci est un vrai plaisir. Bien rempli, avec beaucoup de bons jeux, aussi bien solo que multi. Les Day One ont aussi changé ma manière de consommer. Je n'achète plus qu'un ou 2 jeux par an. Et vu que j'économise sur ceux qui sortent dans mon abonnement, j'en profite pour prendre ceux que je veux en version collector. Donc voilà, quand vous avez qu'une seule console, et déjà, moi je dis qu'une seule console, c'est parce que nous, on est bien obligés d'en avoir plein. Mais c'est vrai que la plupart des gens, une console, c'est déjà très bien. Moi, je me suis rendu compte que je préférais mon expérience Game Pass PC que mon expérience Game Pass Xbox. C'est vrai? Ouais, parce que c'est grâce... En fait, le Game Pass, je l'ai pris comme une option pour découvrir des jeux qui sortent de ma zone de confort. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un type de jeu qui est rentré dans ma zone de confort, c'est le point and click ou les jeux narratifs à la papa. Oui, mais c'est parce que t'es vraiment un papa. Oui, mais du coup, je l'ai découvert via le Game Pass et j'en suis tombé amoureux. Et c'est bien que sur PC. Bah oui, alors les point and click, typiquement... Et il y en a plein. Les jeux de gestion. Vous savez qu'il y a Full Throttle et Grim Fandango sur le Game Pass. Enfin voilà quoi, moi Norco, je l'ai adoré. Je l'ai essayé sur Xbox et je l'ai essayé sur PC. Bon... L'ambiance c'est pas la même. C'est moins marrant sur Xbox. Non mais je peux vous dire que effectivement, moi j'ai fait Disco Elysium sur Switch, mais je pense que vous êtes plus amusé que moi. C'est possible. Alors moi je l'ai fait sur PS5. Non, il y a match. Après, moi j'avais l'avantage d'avoir une meilleure définition pour lire les textes. Oui, puis moi j'avais le désavantage d'avoir un Joy-Con Drift. Ce qui n'aide pas du tout. Ce qui n'aide pas. Très bien. Vous saurez que faire une direction, ça annule une action dans Disco Elysium. Un dernier commentaire qui vient de Théogal, qui déjà est très content d'entendre Ico parler du jeu des saboteurs. Il est très 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 content, il a beaucoup aimé le jeu, il est très content que tu en parles. Oui, j'ai juste moi tiqué sur les chansons des années 30-40 et les véhicules d'époque. Alors c'est faux, les musiques dans The Saboteur ne sont pas des années 30-40, ça fait partie des points négatifs du jeu qui font que c'est un gros nanar. Hein. C'est des chansons des années 50-60 dans The Saboteur. Oui. Donc il y a un petit décalage temporel effectivement qui est à mettre sur le crédit. Mais bon, on n'est plus à ça près. Moi, je me rappellerai toujours de la scène de début où il y a Skylar et Sean qui sont en train de discuter. Dis donc, Sean, tu m'as jamais rappelé depuis qu'on s'est vu à Milan. Réponse de Sean, bah oui, mais en même temps, tu m'as jamais donné mon numéro. Alors, je sais que le téléphone existait à l'époque. Mais je trouve que c'est le genre de conversation qui sonne affreusement moderne. Je suis pas certain qu'il y avait des échanges comme ça entre individus Je veux dire que le travail sur la recherche de cohérence d'époque n'a pas été le point central du jeu. Écoute, je trouve que c'est pas grave dans la mesure où avoir vu sur la Champagne-Ardenne depuis la butte de Montmartre, ça reste toujours incroyable. Ah, mais ça fait... Voilà, ça, c'était la réponse que j'attendais. Mais, c'est pas... Disons que... Ça fait pas partie des points positifs pour moi non plus, mais ça passe, parce que c'est le jeu qui est rigolo. Et enfin, le dernier point que Théogal relève également, c'est que, attention, on vous rappelle, la fin de la boutique du eShop 3DS est proche. Ouais. Théogal, il a paniqué, il est parti chercher sa 3DS pour vérifier s'il a bien toutes les voies disponibles de Fire Emblem Fates
sur sa console, parce que c'est notamment ce jeu-là. Je vous rappelle, du coup, il y a 2 voix qui sont sur 2 cartouches différentes, et la troisième, grosso modo, la vraie fin, elle est disponible que via eShop de 3DS. Oui. Et elle ne sera plus disponible à la fin du mois, je crois. Ouais, donc, de février. Hein, jusqu'au début mars. Voilà. Pour le reste de temps, vous avez encore un petit mois de mars, donc pour vérifier si vous avez acheté, téléchargé, etc., tous les jeux que vous voulez. Mais là, Fire Emblem, ça va être finito dans quelques jours. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Bah, merci beaucoup pour vos interventions. On va pouvoir passer à la suite. À quoi vous avez joué cette semaine? Étagère. Ah bah moi j'ai continué Theatrhythm. Je suis à 50 000 de Rhythmia. J'ai vu le générique de fin il y a un moment, hein, maintenant. Parce que le jeu, je crois qu'il fait intervenir... Il y a 28 catégories c'est découpé de manière souvent étrange, mais il y a 28 catégories de jeux Final Fantasy. Bah, il suffit d'en finir une dizaine, en fait, pour arriver au niveau Theatrhythm et lancer le générique de fin. Sauf que t'as pas débloqué toutes les musiques. J'ai pas débloqué toutes les musiques. Et que si tu veux utiliser ta Switch comme un MP3, tu peux pas avoir toutes les musiques à l'écoute. Bah ouais, bien sûr. Non, plus sérieusement, alors j'ai quelques petits problèmes avec ce jeu, mais rien de bien significatif. En fait, je l'aime beaucoup. Je pense que ce sera le jeu qui est installé de base sur ma Switch. Mais est-ce une surprise au moment où les Theatrhythm, Curtain Call et Dragon Quest étaient les jeux qui étaient installés de base sur ma 3DS? Bah, tu t'attendais à ce que ce soit ton jeu de chevet, tu y as joué, tu t'es rendu compte que c'était ton jeu de chevet. Point, fin de l'histoire. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est le jeu, des fois, genre, si je fais pas grand-chose pendant 20 minutes ou que j'attends un truc, genre un téléchargement, un machin, bah allez, je le lance. Oui, bah, il me fait plaisir. Tu fais 3 musiques, t'en as pour 10 minutes de musique et puis basta. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, je vois. Très bien. Tu as joué à autre chose? Ouais. Dans l'expectative du nouveau jeu Kirby, j'ai relancé sa première mouture qui était Kirby sur Wii, Kirby's Adventure Wii, tout simplement. L'original, c'est celui, vous savez, avec le Kirby, avec le chapeau vert et l'épée sur la jaquette. Alors pour resituer, c'est dans le cadre, en fait, il va y avoir le Kirby's Return. Ouais, c'est pour le coup qui est un vrai remaster. Oui, et qui ajoute un épisode supplémentaire qui est l'épisode de Magolor, qui se débloque après la fin du jeu, ce que je trouve relativement sympathique comme approche. Cela dit, moi ça m'amuse parce que j'ai un pari, tu vois, il y a un storytelling derrière les jeux Kirby, monsieur. J'attends depuis la première fois où j'ai joué à un jeu Kirby de voir un jour un mauvais jeu Kirby, et pour l'instant il y en a pas. Le seul qui est un peu en dessous des autres, c'est comment il s'appelle? Le Buffett, la Dream Buffett? Non, ça va. C'est pas un jeu Kirby. Bah, il est sympathique. Ça relève du concept, mais c'est exécuté correctement. C'est juste que t'en fais correctement le tour assez rapidement. Le seul qui est un peu c'est celui sur GameCube, là, le jeu de course. Air Ride. Voilà, c'est Air Ride. Parce qu'il... Lui aussi, il est conceptuel, mais il est un peu chelou. Mais il est sympathique. Là, pour te dire, j'ai rebranché ma Wii U pour le relancer. Ouais. Pour ressortir la Wii U, hein, parce que du coup je voulais l'avoir en 1080 quand même. Et bah c'est toujours un bon jeu. Donc j'attends de voir éventuellement les changements par rapport à cette prochaine mouture. J'aime bien utiliser ce mot-là pour parler des remakes. Donc tu dis pas monture, ça va. Pas parler des remasters. Enfin il est entre les deux, on verra. On se prononcera dans un test, je pense. On peut revenir un peu sur cette guerre de chapelle des dénominations chez Nintendo. Si Metroid est un vrai remaster dans la mesure où il remasterise les graphismes, d'ailleurs t'avais fait une petite erreur dans le précédent, il n'est pas sous Unreal, il est sous le moteur d'origine, mais boosté aux hormones et complètement retravaillé, certes, parce que il est réactualisé leur moteur, mais c'est vraiment le moteur d'origine, je sais plus quoi, du Dodge, ou je sais plus. Mais c'est le moteur d'origine, il n'est pas sous Unreal Engine. Ok, pardon. Mais c'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent. Ouais. Vous remarquerez que c'est un Deluxe. Qui dit Deluxe dit que c'est un simple portage lissé en haute définition, ce qui est en fait le remaster chez toute la concurrence, là où la première fois qu'on utilise un remaster chez Nintendo, c'est pour ce que les autres vont appeler un remake, avec un retravail graphique. Du coup, je suppose que... J'imagine. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois, Nintendo, ils placent effectivement, comme tu le dis, leur remake et remaster, ils utilisent d'autres mots. Même pour les remakes, tu vois, il n'y a pas le mot remake. Bah non, tu prends, je sais pas, Xenoblade. Ouais. Enfin, là, du coup, c'est une refonte graphique, mais... Definitive Edition. La Definitive Edition, c'est pas pour le remake, c'est parce qu'ils ont rajouté le chapitre Future Connected. Oui, non mais c'est bizarre, mais du coup, moi... C'est pas si bizarre que ça. Tu remarqueras que vrai remake n'a pas mot du tout. Link's Awakening s'appelle Link's Awakening. Je vois ce que tu veux dire. Je vois, effectivement. Je crois que dans la tête de Nintendo, les remakes remplacent les précédents.
Tu vois ? Oui. C'est compliqué, mais j'ai vraiment l'impression que les remakes remplacent les précédents. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait pour parler des jeux Nintendo ? Si j'utilise le terme de version Deluxe, tu penses que ça passe ? Bah alors, Deluxe pour les portages, oui, ou alors version HD. En l'occurrence, je pense que le prochain Kirby, c'est un peu comme le portage de Skyward Sword HD. Skyward Sword, d'ailleurs, qui s'appelle juste Legend of Zelda Skyward Sword HD. Ah oui, effectivement. Ah, c'est intéressant, je pense qu'on reviendra dessus dans un futur test. Je pense que Wind Waker HD aurait plus sa place en tant que Wind Waker Remastered, vu ce qu'on a vu avec Metroid. Vu qu'il y a tous des shaders et une redéfinition qui ont été faites sur le jeu, avec quelques modifications de quality of life. Mais enfin, ça reste un débat infini, je pense. Hein. Je pense, mais disons que c'est un spectre sur lequel tu te places, en fait. C'est pas un oui ou un non. Je pense que si vous vous placez... En fait, si vous voulez analyser les remasters, les remakes, il faut prendre position pour Nintendo et discuter du reste. Le reste, en remaster, c'est des portages HD, ce qu'il faut en général. Là où Nintendo a tendance à vraiment dire foutre l'acronyme haute définition à côté, quoi. Tout ça pour dire que c'est un jeu auquel c'est bien de redonner une chance dans la mesure où il n'a pas eu le succès escompté compte tenu de sa sortie conjointe avec Skyward Sword et la fin de la vie de la Wii. C'est vrai. Et donc toi, Iko, tu as joué à quoi ? Ben moi, cette semaine, ça a été une petite semaine, dans la mesure où, en fait, j'ai déjà dû passer la fin de ma semaine dernière à terminer pour de vrai Metroid Prime, parce que je pensais que j'étais pas loin quand j'ai fait mon test, mais en fait, il m'en restait pas mal de choses, et j'ai surtout beaucoup traîné pour récupérer... En fait, j'ai pas... Si, allez, non, c'était pas une perte de temps. J'ai pris mon temps pour essayer de récupérer un maximum de choses dans le jeu, genre beaucoup d'énergie, etc. J'ai fini le jeu, je crois, avec 80% des bonus de vie de Metroid Prime. J'ai récupéré un truc comme 200 missiles. Donc vraiment, je l'ai retourné. Alors, il m'en manque un petit peu à droite à gauche, mais je l'ai vraiment retourné de fond en comble c'était pour les besoins du test avant, mais c'était aussi parce que j'avais envie de continuer et de vraiment voir les crédits de fin de Metroid Prime. C'était pas marrant, hein, Metroid Prime, le boss final. Au global, je trouve que le jeu fait beaucoup d'allers-retours. Je l'avais dit que c'était pour la première partie du jeu, mais en fait la deuxième partie, elle était plus linéaire et j'ai beaucoup aimé. Et la troisième partie, il y a un retour à énormément de backtracking forcé. Et c'est un des trucs que les gens me disent, mais oui, mais tu connais pas les Metroid, si tu dis qu'il y a trop de backtracking, c'est un problème. Alors... J'ai joué au Metroid 1 quand même, j'ai fait Metroid 2 et j'ai fait Super Metroid. Le backtracking, oui, ça existe, mais il est en général optionnel. T'as du backtracking qu'on va te demander d'aller de faire du retour, mais pour aller dans des nouvelles zones, oui. Tu vois, là c'est vraiment, chaque zone, faut que tu y retournes régulièrement en arrière dès que tu as une nouvelle arme pour avancer dans l'histoire. Donc il est obligatoire et je l'ai trouvé un petit peu très pénible à ce niveau-là. Il force beaucoup. Mais le point le plus négatif pour moi, ça a été les deux boss de fin. J'ai trouvé Ridley et le Metroid Prime horribles. Ils sont pas durs. Ils sont pas durs du tout, mais il y a des patterns à respecter. Oui. Ça demande une rigueur. Mais pas tant que ça, parce qu'il y a 4 attaques de Ridley en tout à retenir. Le problème, c'est que le combat dure 25 minutes. Et que l'erreur, tu vas la faire pas parce que les patterns sont difficiles à retenir ou qu'ils sont difficiles à exécuter. Tu vas la faire parce que c'est extrêmement répétitif et qu'au bout d'un moment, tu te fais chier et que tu lâches l'affaire en plein milieu, tu te déconcentres tout seul. Parce que je trouve ça trop long. Il a trop de vie et c'est trop répétitif. Et je crois que le pire, c'est que sur le dernier 5e de vie de Ridley, il change de pattern, donc il faut que tu apprennes tout de suite des nouveaux patterns, mais que tu n'as que 5 minutes pour les intégrer, et donc là, tu peux faire des grosses erreurs, et qu'en plus, la fenêtre pour l'attaquer, parce que tu peux l'attaquer que quand il ouvre la bouche, pour le mettre en arrière, lui attaquer son cœur de métal, là. Non, c'était pas marrant. Cœur de métal. Et Metroid Prime est plus simple, encore, mais tout aussi long, avec ce essence de Metroid Prime qui redébarque à la fin, qui ne fonctionne pas avec la manipulation, je trouve, la manette. Le contrôle avec le twin stick rend l'essence de Metroid Prime compliquée dans la mesure où vous devez exécuter des raccourcis pour changer de visière et changer d'arme. Là où ça se fait très naturellement avec le stick C à la GameCube ou très naturellement avec la croix directionnelle de la Wiimote, là vous êtes obligé de faire des grosses manipulations qui vous font perdre un temps monumental et qui laissent à l'essence de Metroid le temps de vous défoncer, en fait, le temps que vous choisissez les bonnes armes pour l'attaquer. Voilà. Donc j'ai trouvé ça très compliqué, mais je l'ai vraiment fini pour le coup et je suis assez content. Et après j'ai passé un temps beaucoup plus long et qui me rend triste sur
Octopath Traveler 2. Là maintenant je peux le dire parce que je crois que l'embargo il est finito au moment où vous l'écoutez. Oui, normalement oui, effectivement. Je n'aime pas. Tu n'aimes pas Qu'est-ce qui fait que tu n'aimes pas? En fait, j'aime bien, mais comment je me force à le faire parce que j'aime l'esthétique. J'accroche toujours à la 2D HD. J'adore les musiques, j'adore le gameplay, mais alors putain, on arrive à un point où en fait c'est volontaire qu'il y ait 8 histoires à suivre de manière distincte, sans fil rouge. Et il y a toujours aucun putain de fil rouge entre chacune des histoires. Ils ont tenté de faire un truc, ils se sont dit « Ah mais les joueurs ils veulent vraiment qu'il y ait des interactions entre les personnages ?» Eh ben on va rajouter des histoires supplémentaires qui n'ont toujours aucun rapport entre eux, entre 2 personnages à chaque fois, mais qui sont des fillers. C'est des fillers entre 2 personnages qui n'intéressent que 2 personnages. Et je trouve ça tellement dommage. Mais c'est volontaire. Du coup, ça tombe sous le coup d'une volonté artistique de la part des équipes de... alors c'est pas Square Enix, c'est d'autres qui s'en occupent. Mais bref, des équipes de développement, c'est volontaire. C'est complètement volontaire, mais j'accroche pas à ça. Je veux dire, dans Live Alive, qu'il y a un fil rouge à la fin que tu vois se dessiner entre... Mais ça se passe sur des temporalités différentes dans Live Alive, donc ça passe. Oui, tu vois. mais c'était l'époque. C'était la mode à l'époque, les jeux avec des temporalités différentes. Là, les personnages sont sur un même continent, ils se croisent pas, les histoires que tu suis sont intéressantes, mais ils se croisent jamais. Et du coup, que tu suives 8 histoires différentes, fondamentalement, ça me dérangerait pas, je peux prendre sur moi. Là, le problème, c'est que tu peux pas faire une histoire tout d'affilée. Parce que tu vas faire chapitre 1 qui réclame d'être niveau 1, le chapitre 2 va réclamer d'être niveau 16, et le chapitre 3 va réclamer d'être niveau 32. Tu vois, un peu, je vous donne au pif. Oui, le truc, c'est que quand tu finis le chapitre 1, tu seras pas niveau 16, tu es obligé d'aller faire un autre chapitre 1 d'un autre personnage pour monter niveau 16. Tu vas arriver au chapitre 2, tu vas le terminer, tu vas être niveau 16. Sauf que si tu seras pas au niveau 32 quand tu auras fini le chapitre 2, tu seras niveau 20. Admettons. Donc il faut que tu ailles faire d'autres chapitres, d'autres débuts de chapitres ou d'autres milieux de chapitres pour être au niveau. Donc j'en sais rien, moi, admettons 2 chapitres 2 pour arriver au niveau 32 et te faire le chapitre 3 de celui qui t'intéresse vraiment. Et une fois que tu auras fini le chapitre 3, il faudra que tu sois niveau 50 ou 60 pour aller faire le chapitre 4. Sauf qu'entre-temps, il faut que tu ailles faire les chapitres 3 des autres personnages si tu veux être au niveau. Tu vois le délire? C'est que moi, je veux bien lire 8 nouvelles différentes, il n'y a pas de problème, mais j'en ai un peu plein le cul de lire un chapitre par un chapitre à chaque fois. Parce que moi, j'oublie les histoires précédentes. Mais c'est marrant. Ce qui est marrant, c'est que plus il parle, plus il devient rouge. Vous le voyez pas, mais moi je le vois. Vous l'avez pas vu se lever de son bureau, retirer sa ceinture et se mettre à taper son écran. Mais sinon, question, dans le premier Octopath, c'était comme ça aussi ou pas? Oui, mais c'était moins dérangeant parce que les histoires étaient un peu plus anecdotiques. Là, ils ont vraiment fait un gros travail d'écriture sur chacune des histoires. Qui sont trop bien. Qui sont toutes trop bien. Mais encore une fois, le problème, c'est que moi, j'ai pas envie de m'arrêter mon histoire. J'ai pas envie de changer de bouquin. Ok, donc ils ont fait de façon vraiment artificielle, ils te forcent d'aller faire le maximum d'histoires en fait possible. Je ne comprends pas, moi j'aimerais... l'objectif c'est pour pas que tu t'arrêtes à une seule histoire, mais l'objectif c'est que tu fasses tout, mais c'est un drôle de moyen de le faire. Mais dans Live Alive, c'est pas agréable ça. Tu fais chacune des histoires indépendamment les unes des autres. Tu vois, tu finis un chapitre, le chapitre il est clos, point barre, tu peux passer à un autre. Si tu veux... Tu peux t'arrêter en plein milieu et changer d'histoire en cours de route, il n'y a pas de problème. Mais au moins, tu finis une histoire, le chapitre est clos, tu passes à une autre histoire. Là, je me tape 8 prologues, 8 chapitres intermédiaires et 8 finaux. Oui, mais tu comprends, du coup, on se retrouve dans cette histoire-là où les développeurs, les équipes d'édition, de développement, etc., ils cherchent à te forcer à aller au plus loin possible dans le jeu. C'est la peur de l'abandon. Oui, non, mais ça marche pas. Enfin, rendez-vous compte. Moi, ils ont trouvé leur solution. Le truc que je déteste dans les JRPG, je le dis, c'est les débuts. Tu mets toujours 4-5 heures pour faire un début de RPG, et encore je suis gentil, en général, en 3 heures, tu accroches ou tu accroches pas, et c'est à ce moment-là que tu vois si tu vas continuer. Là, certes, un chapitre 1 qui fait office de prologue ne va durer que 1 heure ou 1 heure et demie pour se lancer, et après tu dis, c'est bon, j'ai envie de faire la suite. Sauf que, déjà, tu peux pas faire la suite tout de suite, parce que t'es pas au niveau, t'es obligé d'aller faire un autre chapitre, mais du coup, pour faire les 8 prologues, ça va te demander 10 heures. Donc tu tapes 10 heures de tentatives d'accroche sur chacun des chapitres, et tu peux même pas enchaîner les chapitres d'après parce que t'es retenu artificiellement par le fait que t'es pas au niveau pour
finir tout un chapitre d'affilée. Là, j'ai essayé de faire un chapitre qui avait un niveau de trop par rapport à ce qui était requis. Je l'ai passé just frame. Je me suis fait tataner la gueule par un chien. J'ai dû aller m'XP un petit peu derrière. Le problème, c'est que derrière, j'ai trop XP. Donc, si je vais faire un chapitre 2 qui est au niveau 16, en sachant que je suis niveau 24 maintenant, je vais rouler dessus. C'est un problème. C'est un problème sur ce spectre du début qui s'arrête jamais. Je suis un grand fan des jeux VanillaWare. Tu vois, Odin Sphere, typiquement, que j'adore. Le seul problème, c'est que moi, à l'inverse, j'aime pas quand un jeu, je crois que c'est comme ça dans Live Alive, tu fais avec un personnage, tu t'y attaches et tout, tu l'as XP, puis là, tu dois tout reprendre de zéro. Mais oui, mais c'est ça, hein. Non, mais c'est complètement ça. Mais le truc, c'est que tu peux, dans Octopass, tu t'y attaches et les histoires, fondamentalement, sont longues. Je crois qu'il doit y avoir un truc comme 5 ou 6 chapitres par personnage. Ouais. Si tu mets entre 1h30 et 2h par chapitre, ce qui n'est pas le cas, 1 heure plutôt en général, ça fait un personnage, l'histoire, tu la vois en 5 ou 6 heures, tu vois. Voire un peu plus si tu galères ou si tu as de l'XP à faire. Jusqu'à entre 5 et 8 heures, potentiellement, en fonction de... Donc tu t'y attaches, mais tu as un vrai point final. Et puis, je me suppose que l'idée, c'est qu'en parallèle, tu XP tes personnages et tu gardes ton bonhomme dans ton groupe. Le problème, c'est qu'ils interagissent jamais entre eux. Chaque histoire est indépendante. Et je trouve ça dommage. Sur Octopass Traveler, c'était un des gros problèmes, mais ça passait. Je m'étais dit, ils vont arranger. Sauf que visiblement, apparemment, c'est une vision d'auteur qui veut le faire comme ça. Et chaque chapitre, il n'y a que le personnage concerné qui fait l'aventure. T'as beau avoir tout ton groupe derrière, il n'y a que le personnage concerné qui parle et qui interagit avec les personnages de l'histoire. Question. Il y a combien en tout, du coup 8 personnages en tout, c'est ça? Avec 8 chemins, 8 chapitres. Ouais. Dans ton équipe, tu peux en avoir combien en même temps? 4. 4. Et c'est horrible parce qu'en plus, les personnages qui sont pas dans ton équipe n'XP pas. Tu vois où ce que je veux en venir? Non. Faire interagir 8 personnages entre eux sur chaque chapitre, sur chaque histoire, ça veut dire développer 8 types d'interactions entre tous les personnages possibles. J'imagine que... Elena, je demande pas à ce que les interactions soient ultra poussées. Tous les RPG qui convoquent 6 à 8 personnages le font. Pourquoi est-ce que lui le ferait pas? Oui, et je te soutiens tout à fait, parce que je te rappelle, je suis quand même une grosse fan de Fire Emblem. Donc... Il y a 50 personnages qui interagissent entre eux dans Fire Emblem. Va pas me dire que c'est impossible de... Je demande pas à ce que ce soit écrit façon Shakespeare. Je demande à ce qu'ils interagissent un peu, que j'ai l'impression de vivre une aventure collective. Oui, ne serait-ce que qu'ils parlent, qu'ils ont bien pris leur thé ensemble. Et ça me, comme dans le dernier Fire Emblem. Ça me gonfle parce que le jeu, il est bien. Les mécaniques de gameplay sont cool, c'est fluide, c'est beau. Les musiques sont incroyables, mais l'histoire, ça ne va pas. Ça ne passe pas. Ah, ça passe pas pour toi, mais ça passera pour d'autres. J'aurais préféré qu'il le fasse sous forme de chapitre par personnage et qu'il y ait un semblant d'interaction, ou au moins, ne serait-ce que un personnage qui n'a pas de chapitre, mais qui va aider chacun des bonhommes, tu vois. Oui, du coup, mais c'est non mais c'est intéressant, mais il faudra se poser des questions sur ces éléments de narration dans un futur test aussi. Donc je vais continuer à y jouer parce que là je suis à 16 heures de jeu. Allez, je suis à 16 heures. 16 heures de jeu. Ah bah à raison. J'ai fini tous les chapitres 1, j'ai fait 2 chapitres cross personnages, les fillers là que je vous ai dit, et j'ai fait 3 chapitres 2. Comme l'a déclaré ma prof de CM1, il y a maintenant bien des lunes. Tu sais Quentin, 8 x 6 ça fait 48. Par conséquent, si t'es à 16h, bah amuse-toi bien avec les 32 qui te restent. Voilà, bah c'est tout ce que j'ai fait cette semaine. Bah... C'est déjà pas mal. Courage. C'est ce que je peux te dire, courage. Oui, c'est ça. Courage. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de test encore d'Octopass Traveler. Oui, parce qu'il devait sortir, mais... En fait, j'attends le moment, je me dis, j'ai l'espoir qu'à un moment, il y aura... un déclic. Au moins un fil rouge narratif qui lie les aventures de tout le monde. Okay. C'est ce que j'espère. Et là, vu que je suis toujours dans cette phase de chapitre introductif, c'est terrible quand même de se dire qu'après 16 heures de jeu, je suis toujours dans une phase de chapitre introductif. Mais bon, voilà. J'attends de voir comment ça va évoluer. Et maintenant, je vais pouvoir relancer ce que j'avais dit tout à l'heure. Et j'espère qu'on me dira pas non. Elena, à quoi tu joues? Non. Non. Alors moi, cette semaine, j'ai joué à 2 jeux. J'écoute. Finalement, comme tout le monde. Donc déjà, le premier jeu, c'est Blanc, le petit jeu indépendant d'un studio, attention, français. Ils sont à Nantes. C'est leur premier jeu en plus. Donc c'est tout mignon. Du coup, le jeu, il est disponible sur Singe Pourpre si vous voulez le test. On va vite fait en parler ici. Le jeu, il dure 3 heures maximum. Ouais. Déjà. Donc c'est un premier point très intéressant parce que du coup, pour certains, le durée de vie, ça peut être très important. Mais sinon, c'est un jeu très mignon. On a un petit fan et un petit louveteau qui doivent
suivre les traces de leurs familles respectives et du coup les retrouver en passant par la forêt, les habitations, ce genre de choses. Le problème, c'est qu'il y a eu du coup une énorme tempête de neige. Ouais. Et ils ont perdu toutes les traces, ils peuvent pas avancer et genre il y a de la neige jusqu'au toit des immeubles pour vous dire, des maisons. Ah ouais, donc non, mais là vraiment, c'est l'apocalypse là. Oui, c'est plus, l'apocalypse de neige. Voilà, donc le jeu est dessiné à la main dans le style crayonné et il est en noir et blanc. Donc, d'accord. Blanc. C'est un jeu qui effectivement... C'est en noir et blanc, le blanc. Oui, brillait surtout par sa direction artistique. Enfin, ça a fait des visuels assez... pas assez jolis, des visuels qui sont très beaux. Oui, j'en ai parlé dans le test, il est très mignon. Ça permet de passer un moment très sympa et le point le plus important dans ce jeu, c'est qu'il peut se jouer à 2. Tu peux contrôler les 2 animaux par toi-même avec seulement 3 touches pour chaque bestiole, mais tu peux aussi jouer avec un ami ou avec quelqu'un d'autre. Et je pense que ça peut offrir une petite expérience très sympathique, surtout que, clin d'œil, le jeu est sorti le 14 février. Clin d'œil. Il y avait quelque chose dans la coop. Exactement. Pas trop les 14 février. Ah non, t'as pas le droit, Ça, c'est la référence musicale interdite. Et donc, en vrai, ce jeu, ça laisse, comment vous dire, un petit souvenir. Pantois, j'allais dire. Ça laisse pantois. Tu le fais, tu vois que c'est sympa, c'est mignon, le gameplay n'est pas ultra poussé, tu dois résoudre quelques énigmes pour avancer, genre sauter, jouer en jeu d'équilibre pour pouvoir monter quelque part, grimper, pousser quelques caisses, etc. Malheureusement... Tu peux lâcher des caisses? Tu arrêtes. Là, non, j'arrêterai jamais. T'es très dissipé pendant les jeux des autres. Pardon. Tu vas aller au coin, toi. Malheureusement, le problème du jeu, c'est que il y a quelques soucis de... Lisibilité, on m'a dit. Oui, on va dire lisibilité. Grosso modo, on peut dire lisibilité parce que moi, j'ai eu un problème de caméra qui se bloque dans les décors, que du coup, on voit plus rien ou qui n'arrive pas à suivre les personnages. J'ai eu également, les problèmes de lisibilité parce que, écoutez, le jeu est en noir et blanc. Vous avez que 2 couleurs et ils essayent quand même de donner des indicateurs visuels pour chaque personnage. Donc le loup est noir, le fond est blanc. Quand il faut chercher des points noirs ou des points blancs dans un décor en noir et blanc... Ouais, effectivement, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Même si, par exemple, si vous allez sur mon test sur Singe Pourpre, vous allez voir, parce que je montre des morceaux où j'ai eu des soucis comme ça, vous allez le voir, vous allez vous dire, mais il n'y a pas de souci, c'est quoi le problème? Quand tu joues pendant 2 heures, au bout d'un moment, tu vois plus le carré blanc quelque part au milieu de ton écran sur le fond en noir et blanc. Tu le vois plus parce que les yeux ils arrivent plus à suivre. Voilà, donc ce genre de problème. Ça reste une première expérience du studio. Moi j'ai trouvé qu'il y avait d'un coup un problème de difficulté. C'est vrai? Qui arrive, genre un petit pic de difficulté. Oui, alors le problème c'est que le jeu il t'accompagne beaucoup en fait. Il te montre, écoute, là tu sautes, tu fais comme ça, tu fais cette action et petit à petit il combine les actions pour que tu puisses avancer. À un moment, il te demande de servir de protection contre le vent pour les autres animaux. Donc ils doivent se cacher derrière toi et tu dois les aider à avancer. Le problème c'est que jusqu'à là, tu avances assez rapidement et le jeu ne te demande pas d'être précis. Genre quand tu sautes, t'as la visée qui t'aide d'atterrir directement là où il faut. Ici, tu dois être précis, mais à millimètre près. Si tu rates 1 millimètre, ton animal que tu protèges, il se renvoie en arrière avec le vent, tu dois tout recommencer. Tu es bloqué, grosso modo. C'est quelque chose que tu ressens comme ça, tu bloques dans la progression. Et c'est le rythme qui casse, et puis surtout, le jeu, il te demande des choses qu'il t'a pas demandé jusque-là. Jusqu'à-là. C'est vraiment pas tellement la difficulté ou la recherche de résolution de l'énigme que vraiment la précision millimétrée qui est complètement folle. Et ça dure longtemps en plus, hein. Donc tu dois le faire plusieurs fois. Donc c'est un peu embêtant, je trouve que pour un jeu qui est si court, avoir des soucis pareils, c'est, comment dire, je veux pas dire que c'est impardonnable, mais ça devient vraiment... Difficile parce que c'est tout ce qui saute aux yeux. C'est tout ce qui saute aux yeux en fait. Mais sinon, ça reste quand même un moment sympa et puis le jeu il est très beau. Oh merci, tu n'es pas mal non plus. Pour une expérience qui est placée à cet endroit-là de l'histoire du studio, moi je trouve ça quand même très encourageant. Oui, ça reste quand même un bon jeu, mais voilà. C'est ça. Puis en plus, les retours des gens sur le test, moi je suis très, très contente parce que je m'attendais pas que le jeu finalement il intéresse ou il trouve en sorte d'écho chez les gens. Donc ça fait plaisir. Non, mais il était attendu, hein. Il était très attendu ce blanc-là. Comme en début de repas. C'est ça. Le blanc était très attendu. Alors, mes salutations particulières à 2B Gamer qui a laissé un commentaire sous la vidéo qui a dit qu'il a enfin réussi à mettre un visage sur une voix
c'est une personne qui écoute tous nos podcasts. Voilà, donc dites bonjour. Bonjour. Bonjour To Be Gamer. J'espère que c'est en rapport avec Nier Automata. Bah, j'espère bien aussi. Je pense que c'est ça. Voilà, et mon deuxième jeu que j'ai lancé cette semaine, c'était Pharaon et New Era. Alors, ah ouais, bon, t'as joué à Pharaon? Ouais. Non. C'est un remake d'un très très vieux jeu qui est sorti en 1999. C'est un jeu très vieux. Comme bah, vous y allez. Attends. Ça va. Tu te rends compte quel âge il a le jeu? Il a 24 ans. Oui, il a 24 ans, mais moi quand on me dit très très vieux jeu, je m'attends à Pong, tu vois. Oui, mais quand même, c'est un de mes premiers jeux à moi. Il a tout court. Est-ce que tu peux me parler du coup de ton expérience? Il a 4 ans de plus que Metroid Prime. Arrête. Oui, c'est un papy. Bon, ça va. Ce jeu, c'est un city builder, donc un jeu de gestion qui se place dans un univers qui se place dans l'Égypte ancien. Ah bon? Ouais, tout à fait. C'est dans pour Pharaon, ça que ça s'appelle Pharaon. Pharaon, ça se passe en Égypte? On a des cartes des villes. Il faut qu'on développe nos villes. Il faut qu'on construise des temples, qu'on fasse pousser des plantes, de la bouffe, etc. Donc il faut faire croître sa population en respectant toujours les dieux, etc. Le truc, c'est que du coup, ce jeu n'était pas disponible du tout. Il n'était pas accessible pendant des années et des années. Oui, il a dû se retrouver dans la fameuse zone grise. Oui, tout à fait. Et c'est un jeu culte de gestion. Il a tellement marqué les gens à l'époque. C'est celui-là et aussi le jeu qui est arrivé quelques années plus tard. C'était le maître d'Olympe. Ah oui. Dans la Grèce antique. Oui. Je connais le maître de l'Olympe. Bah, c'est surtout celui-là que j'ai joué. Donc Pharaon, j'ai un tout petit peu touché à l'époque, mais c'est surtout la Grèce antique que je jouais. Mais quand je l'ai vu passer, je pouvais pas passer à côté. Et est-ce que tu t'amuses? Le truc, c'est qu'en fait, c'est pile le même jeu. C'est bien ça, du coup. C'est le jeu de 1999 en 4K. Non, mais je suis content. Mais est-ce que, si je peux me permettre une traduction, un anglicisme grossier, tu es bas sur la route de la nostalgie? C'est un peu ça. C'est si vous êtes nostalgique de ce jeu-là, si vous voulez retrouver vos souvenirs de jeux dans les années 2000, de vos après-midi devant votre PC, le PC de vos parents, c'est parfait. C'est juste pile ça. Et je sais juste pas encore s'ils ont rajouté quelque chose de nouveau, s'ils ont donné des missions ou quoi que ce soit, mais le jeu, c'est comme avant, mais en beau et surtout en accessible. Oui, il y a ça qui change aussi énormément. Hein. Voilà, donc le jeu est disponible sur Steam pour ceux qui sont intéressés. Et j'espère, d'un côté, j'espère que peut-être que ça voudrait dire qu'ils vont peut-être nous ramener le maître de l'Olympe quelques années plus tard. Et pourquoi pas, là, ce serait trop bien. Bah ouais, non mais ce serait cool. Effectivement, s'ils ramenaient le maître de l'Olympe, je pense que j'y jouerais pour la nostalgie. Ouais. Bah, moi, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Personnellement, ma nostalgie d'enfant stratège a été récompensée par les portages de Age of Empires successifs. Donc, tout ce que je vous souhaite, c'est d'avoir ces maîtres de l'Olympe. C'est-à-dire que moi, je voulais juste une suite à Thème Hospital. J'ai eu Two Point Hospital. Oui. Et là, ce que j'aimerais bien, c'est revoir Final Fantasy Tactics. Il y a quelque chose qui me dit que c'est en route, tu vois. C'est en route, oui. C'est en route? Oui. Ah bah oui, s'il y a Final Fantasy Tactics, automatiquement, moi, tu sais... Ah, oula. Très bien. Ben, ok. Elena, tu veux continuer? Non, mais là, je pense qu'on va pouvoir passer aux news. Oui, il faut. Au plat principal. En effet. On continue? On continue. C'est parti. Et bah c'est parti pour les actus. On va commencer direct par un disclaimer. Vous n'entendrez rien de notre state part. Of play, parce qu'en fait on est maudit et à chaque fois qu'il y a un événement comme ça, il arrive juste après notre enregistrement. Pour nous c'est ce soir. C'est ça, donc on en parlera la semaine prochaine. Hein, nous en voulez pas trop. Ce sera peut-être le highlight de la semaine prochaine, en sachant qu'on nous promet. Alors je suppose qu'il y a des gens qui vont s'amuser à faire des commentaires pour dire tout ce qu'il y a eu, mais bon, on va le dire quand même. Il y aura visiblement 5 jeux PSVR 2, il y aura des indie shows et des third party reveal. Il marque Hot Indie and Third Party. Donc je suppose qu'il y aura des jeux indépendants chauds et des third party chauds. Ouais, les jeux indépendants les plus chauds de ta région. Nuit, le State of Play. Je me dis... des jeux très très chauds, des jeux coquins. Ouais, et il y aura un highlight sur The Suicide Squad Kill the Justice League, le prochain jeu de Rocksteady. Et j'espère qu'ils ont fait un virage à 360 degrés. Non, pas 360. Non, parce que du coup, ça veut dire qu'ils vont continuer tout droit, si. À 180 ? À 180. Hein, sur les rumeurs de jeux... De jeux
service. C'est jeu service. Je pense que il se trouvera peut-être dans la même case que Gotham Knight, tu vois. Genre, j'étais censé être un jeu service, mais d'un seul coup, l'eau de la piscine était froide. J'espère. Après, c'est Rocksteady, peut-être qu'ils sont meilleurs que ça. Hein. Je souhaite que le jeu soit meilleur que Gotham Knight. Donc voilà, pas de news là-dessus. Contentez-vous de l'avalanche de contenu sur les gens qui ont reçu des PSVR 2. Non, je ne sais pas du tout, il n'y a pas de problème. Hein. Le fait qu'on soit pas considéré par PlayStation de toute manière. Hein. Moi j'aimerais bien parce que du coup on pourrait aller au Hellfest avec PlayStation là. Bah ouais, moi j'aimerais bien aussi. Hein. Non mais c'est bon. Voilà, contentez-vous de ça. Apparemment le casque est super, mais ne lui enlève pas les problèmes qu'on avait cités jusque-là avant. On enchaîne. On enchaîne sur la mise à jour du Game Pass. Comme périodiquement, nous avons tendance à enchaîner sur la mise à jour du Game Pass. Et on arrive avec les jeux de fin février pour le Xbox Game Pass, tout simplement. Alors, on reprend là, normalement, à mesure que vous nous écoutez, Atomic Heart est déjà disponible. Ouais. Et c'est un petit peu la nouveauté à la mode. Il y a Merge and Blade qui arrive le 28 février. La rumeur, c'est qu'on... Alors, moi, du coup, je l'avais vu passer. La rumeur s'est confirmée à propos de Soul Hackers 2 et de cette amitié avec Atlus qui continue à se confirmer sur le Game Pass. Soul Hackers 2 qui arrive aussi le 28 février. F1 2022, sans surprise, hein, c'est un jeu de EA, vous savez, donc prévu pour le 2 mars. Et c'est pas une surprise non plus dans la mesure où il était très attendu. Il est très attendu. C'est ça. Ouais. Ça fait un moment qu'il a été teasé. Ça fait un moment qu'on envoie des visuels sur le Game Pass, je crois aussi. Donc. Mais je crois que les gens ils sont très contents qu'il arrive sur Game Pass en plus. Il y en a, ils sont surpris et très contents. Donc. Grosse attente. Mais Wolong a l'air intéressant, moi je suis Wolong a l'air cool, effectivement. Et c'est le 3 mars ça. C'est le 3 mars. Faut pas oublier que du coup il y a quand même des jeux qui vont se barrer dans le lot. Il y en a des trucs qui sont un peu pénibles. Notamment je crois que Square Enix est en train de vraiment quitter Xbox. Je quitte I become friend with PlayStation. Maintenant j'arrête les infidélités. Je reviens à l'époque de la PlayStation 1. Octopus Traveler s'en va et Lightning Returns Final Fantasy XIII aussi. Alien Isolation, Crown Trick, Dragon Ball Fighters, je savais même pas qu'il était sur le Game Pass. Si, Fighters, il est sur le Game Pass. Voilà. Et Madden NFL 2021 s'en va aussi, mais c'est pour mieux laisser entrer le 2022. Oui, c'est-à-dire que il y a la... Disons que si on devait faire des commentaires là-dessus, je reprendrais ce que disait Ico effectivement sur les mouvements de Square Enix qui va solidifier son amitié avec PlayStation au moment de la sortie qui approche de Final Fantasy XVI. Tout simplement. Au moment de la sortie stratégique aussi, peut-être de Final Fantasy VII épisode 2. Ouais, Rebirth. Ouais, et c'est loin d'être une surprise, en fait, de voir ce revirement-là. Puis j'imagine aussi que tout ce qui se passe avec EA et sur lequel on va revenir cette semaine confirme des choses au niveau, à ce niveau-là, mais c'est sans surprise. C'est des changements qui, sans aller jusqu'à être sans saveur, sont pas inattendus du tout. On enchaîne. La news qui suit concerne un départ, on va pas trop s'attarder là-dessus, mais sachez que Shinji Mikami s'en va de Tango Gameworks, après 12 années de travail quand même dans ce studio qu'il avait cofondé après son départ de Platinum Game, suite à son départ de Capcom. Oui. Alors Shinji Mikami, on rappelle, tête pensante... Monsieur Resident Evil. Monsieur, je copie Alone in the Dark, mais je l'avoue que des années plus tard. Monsieur, je fais Evil Within avec Tango Gameworks, Ghostwire Tokyo et participe viteuf à Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush, qui on le rappelle, a été apparemment un des meilleurs démarrages de Tango Gameworks au sein de Bethesda depuis un sacré bail. Donc, écoutez, ça fait super plaisir à savoir ce que va devenir ce cher Shinji Mikami. Peut-être un retour chez Capcom pour boucler la boucle, on sait jamais. Il s'est peut-être dit mais maintenant Resident Evil ça marche bien, j'aimerais bien revenir Resident Evil. Je vous raconte de la merde. Hein. Ça se trouve, on raconte des conneries. Ça fait des années que de toute façon c'était plus lui qui ou peut-être que tel Oussama Hamar il va nous raconter un gros crack et qu'il a quitté Tango Gameworks pour se rechallenger, pour créer une nouvelle boîte et de nouveaux trucs, et qui va, je sais pas moi, développer une nouvelle franchise comme révolutionnaire. The Demon Outside ou Demon Outside ou je sais pas moi, Wolfwire Paris, des trucs comme ça, tu vois. Non mais alors, si on doit... Vas-y, en 30 secondes, les choses les moins probables que peut faire Shinji Mikami. Shinji Mikami qui retourne chez Capcom, mais que pour bosser sur Phoenix Wright. Ou Shinji Mikami
il recontacte son pote de toujours, la Tokuro Fujiwara. Ensemble, ils réouvrent Whoopi Camp et ils font Tomba 3. Voilà, ouais. C'est le truc le moins probable. Tomba 3, ouais. Ou alors il pique la licence Okami à comment il s'appelait là, l'autre, le pas gentil. Kamiya. Il pique Okami, il veut faire chier Okami. Il veut faire chier Kamiya et il fait un Okami 2. Il l'appelle Shin Okami. Shin Okami. Ah oui, parce que c'est Shinji et le jeu de mots avec nouvelle Okami. Ah, pas mal, hein. Ce serait rigolo. Ouais, ou sinon, il décide de lancer une nouvelle licence de jeu d'horreur, mais ce sera un game as a service. Arrête. Je terminerai juste pour vous dire que retenez qu'il y a son départ de Tango Games Work et tout le reste qu'on a raconté, c'était du n'importe quoi. Oui, on est méchants. C'était du n'importe quoi, mais du n'importe quoi rigolo. On enchaîne. Alors faites attention à vous, apparemment, il y a l'artwork de l'édition collector de Zelda Tears of Kingdoms qui a fuité. Moi j'ai tout été regardé. Ah. Voilà, moi vous savez, le spoil ne m'embête pas du tout. Je fais partie de ces gens les plus chill. Vous pouvez me spoiler tout ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Je fais partie de ces gens-là qui se disent mais l'expérience elle est pas dans la révélation de certains trucs. En l'occurrence c'est des révélations de design, d'environnement ou de personnages. Je vais pas détailler parce que si ça vous fait chier à ce point oui, là vous savez pas, mais je vous dirai rien. Je le regarde à travers le pot de fleurs en lui lançant les regards en mode attention, je te préviens. Pas. C'est pas parce que moi je m'en fous du spoil que je vais vous spoiler des trucs. Mais voilà, donc ce ne sont que des designs qui ont été diffusés. Moi pour avoir tout vu, j'y ai pas vu de révélation scénaristique. Mais si vous voulez pas vous faire fouetter, parce que apparemment c'est des révélations scénaristiques. Ça prête à débat. Moi, mais faites attention à vous. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est des choses qui sont très très attendues sur le jeu et qu'effectivement, vu que Nintendo de toute manière n'a que peu, voire pas du tout communiqué autour du scénario de Tears of the Kingdom, effectivement, ça reste des choses un petit peu touchy. Après, voilà. Ça reste un artwork qui est donné avec la collector. Il y a des fortes chances, si vous estimez que vous vous faites spoiler par la collector, il y a des fortes chances que Day One, quand vous recevrez votre collector, vous vous fassiez spoiler en regardant ce qu'il y a dans l'artwork, alors que je suis sûr que vous allez ouvrir l'artwork avant de jouer au jeu. Enfin, je sais pas, moi je suis comme ça, je regarde ce qu'il y a dans le collector avant de jouer au jeu. Je vais pas terminer le jeu et ensuite voir ce qu'il y a dans mon collector. Donc écoutez, faites ce que vous voulez, allez voir si vous voulez pas, mais faites attention à vous si jamais vous tombez sur ce genre de news. En général, de toute manière, c'est bien précisé, mais sachez que ça a leaké et qu'on voit deux, trois trucs intéressants là-dedans. On continue ? Yes. On continue. Alors la news qui suit, ça concerne Niantic et Pokémon Go. Est-ce que vous voulez bien m'expliquer, s'il vous plaît ? Alors je vous explique. En fait, c'est un peu chiant, quoi, ce qui s'est passé. C'est-à-dire pas. Donc ça c'est pour faire court. Maintenant, on rentre dans le détail. En février, le 18 et 19 février, Niantic et Pokémon Go ont organisé un événement à Las Vegas. Un événement en présentiel, attention. Donc, ils ont réuni énormément de joueurs dans un parc public et ils ont organisé un event de chasse de Pokémon Go, etc., etc. Sauf que, vous vous rappelez, ils ont déjà fait ça il y a quelques années. Oui, je m'en rappelle. Vous vous rappelez les problèmes qu'il y avait à cause de ça ? Trop de personnes qui se connectent en même temps, au même endroit, personne n'arrive à se connecter au jeu. Figurez-vous que, bien évidemment, ça s'est répété. Donc, on a eu quelque chose comme 17 000 personnes qui sont venues, même plus, parce que le truc, c'est qu'ils ont... Ils étaient 2100, ils ont essayé d'anticiper. Ils ont essayé d'anticiper. Donc, pour essayer de limiter la participation à cet événement, parce que finalement, pourquoi faire un événement public sans le limiter, n'est-ce pas ? Ils ont vendu des tickets dans le jeu pour pouvoir justement accéder à cet événement-là, à l'événement particulier, qui coûtait quand même $30 le pass. Oui, donc 31 €. Si vous avez ce billet, ce ticket, ce pass, vous pouvez participer à l'event. Si vous n'avez pas, vous pouvez pas vous connecter à vraiment cet event-là. Mais vous pouvez quand même venir au parc, parce qu'ils peuvent pas bloquer le parc comme ça. Ce qui se passe, c'est qu'il y a 17 000 personnes qui n'ont pas ce ticket-là, qui arrivent, et qui, grosso modo, pompent toute la connexion. Suite à quoi, le Pokémon Go, le compte Twitter, notamment officiel de Pokémon Go, a fait une demande sur Internet aux gens qui n'ont pas de ticket, de ne pas venir. S'il vous plaît, barrez-vous. Ne venez pas le jour qui suit. Vous allez plomber l'ambiance. Vous allez nous gâcher notre événement. Pourquoi j'imagine vraiment, président de la compagnie, en fait c'est Victor dans un costume cravate, et il la regarde et il dit des trucs genre barrez-vous avec sa voix de Victor. Je veux pas de vous.
Non, mais c'est littéralement ça. Sur Twitter, ils ont dit, on demande les chasseurs de Pokémon qui n'ont pas le ticket pour l'événement de ne pas venir demain, parce qu'ils parlaient du dimanche, du coup du 19 février, pour assurer une bonne organisation de l'événement pour tous ceux qui ont acheté leur ticket. Et évidemment, tout le monde est venu. Mais je crois qu'ils sont tous venus quand même, donc ça ne s'est pas non plus bien passé dimanche. Voilà. C'est terrible. Pokémon Go, ils sont sortis quand ? En 2016, ça a 7 ans. Je crois qu'il n'y a jamais un événement qui s'est bien passé. Mais du coup, c'était le fameux événement précédent qui a tourné de la même façon. C'était le Pokémon Go Fest en 2017. Voilà, donc le même problème. Trop de gens, personne n'arrive à se connecter. Donc du coup, les problèmes qu'ils ont rencontrés, c'est que ou ils n'arrivaient pas du tout à se connecter, ou le jeu, ça crachait à n'importe quel moment, quoi. Voilà. Ok, c'est étonnant. On passe à la suite ? On passe à la suite. La suite donc, qui parle de Valve. Elena, est-ce que tu veux bien nous en parler encore, s'il te plaît ? Oui, pour le coup, c'est une petite news toute courte, juste informative. Donc Valve, qui est en pleine action contre les cheaters. Ils ont lancé une dernière mise à jour sur Dota 2, qui notamment a supprimé quelque chose comme 40 000 cheaters du jeu. Et ils ont précisé que d'habitude, ce genre d'opération se passe dans le calme, sans attirer vraiment l'attention à ça, mais ici, ils ont vraiment voulu le mettre en avant et de faire un exemple, d'attirer l'attention justement de tous les gens que si vous êtes en train de cheater sur le jeu, Valve, il va vous retrouver. D'accord. Voilà. Ils vont vous trouver et ils vont vous bannir. C'est pas... Encore une fois, moi je trouve que le ban... bannir de Steam ou bannir de Dota ? De Dota. Ah oui, parce que bannir de Steam, c'est vénère quand même. Ok, très bien. Donc vous êtes prévenus, c'est ça en gros ? Ouais, voilà, c'est tout. D'accord, très bien. On passe à la suite. Très bien, on passe à la suite. L'actualité qui suit cette fois, c'est moi qui m'en occupe. Super. Parce que moi qui ai joué au jeu, et ça me rend triste, ok ? Returnal, vous le savez, il est sorti sur Steam il y a pas si longtemps que ça, et ça marche pas. Ah non, ça ne... Ouais, la mayonnaise n'a pas pris. La mayonnaise ne prend pas. Il n'y a que huile et frustration. La sortie originale date de quand ? La sortie originale date de 2021, qui était un des seuls gros jeux de 2021 à être sorti. À 2021, on n'en parle pas souvent, mais année un peu vidasse, il s'est pas passé grand-chose en matière de jeux vidéo AAA qui s'est bien rattrapé en 2022 et 2023. C'est pas un problème compte tenu que 2021, c'est l'année de sortie de la PS5 et de la Series X. C'est 2020 l'année de la sortie. C'est 2020 de la PS5. Ah oui. Il s'est rien passé en 2020 non plus. Returnal, la console, elle est sortie en automne 2020. Et le jeu, il est arrivé en avril, je crois. C'est ça, avril 2021. Oui, et... Je précise du coup tout de suite, c'est quand même un jeu qui a valu le rachat du studio de développement par PS5 directement, par Sony directement. Donc c'est pour vous dire que du coup le succès il est énorme. Du coup le jeu est sorti, c'est un portage qui est sorti sur Steam. Je ne peux pas savoir dans quelle mesure Returnal a été un succès ou pas sur PlayStation 5. J'espère qu'il a eu de quoi quand même se rattraper. Mais en tout cas sur PC, sachez qu'il fait moins bien que Sackboy Big Adventure qui fait un peu mieux que Sackboy Big Adventure qui en avait fait un truc comme 6000 joueurs simultanés. Là, Returnal vient à peine de sortir. Il y a eu un pic de joueurs à 6600. Ce qui est pas ouf, hein. God of War, c'était... plus de 50 000 joueurs, c'était Spider-Man, 74 000 joueurs, Horizon Zero Dawn, c'était 56 000 joueurs, Days Gone, c'était 28 000 joueurs, Days Gone quand même, c'est un... Oui. On peut pas le considérer comme sur PS4 comme étant une réussite d'après, enfin Sony le considère pas comme une réussite. Uncharted Legacy aussi, alors là c'était problématique, c'était tout juste 10 000 joueurs. Alors la question que je me pose déjà dans un premier temps c'est mais pourquoi vous jouez pas à Returnal ? Alors il y a plein de réponses, hein. Déjà le jeu coûte un peu cher quand même. Puis surtout que je crois qu'il demande des specs qui sont ultra vénères. Oui, on en avait parlé il y a un moment. Oui, on en avait parlé, mais souffler tous les PC. Pour moi sur PC c'est son domaine de prédilection. On parle d'un roguelite AAA, il est unique dans le paysage vidéoludique. Il est hyper bon en termes de propositions. Un roguelite AAA, en général, c'est pas le genre de truc que t'entends souvent. Hein. Et c'est un super jeu qui utilise intelligemment le son, les lumières et l'histoire de manière extrêmement cohérente. Moi, j'ai passé un super moment et ça me rend triste parce que Housemarque, c'est un studio que j'apprécie énormément aussi. Et ça me rend un peu triste que du coup, sur PC, il ne trouve pas son public. Alors, on se doute que peut-être qu'il est rentré en confrontation directe avec d'autres jeux
tout aussi, voire plus attendu que lui en même temps. Je pense à Hogwarts Legacy qui est encore en train de tout casser sur son passage, ou même Atomic Heart qui lui aussi connaît un succès assez insolent, que ce soit sur PC ou sur console. Mais voilà, moi ça me rend... Ouais, Wild Heart aussi. Ça me rend triste quand même, parce que pour le coup, en vrai de vrai, ça reste un jeu PS5, il y a un jeu PlayStation Studios à retenir pour moi de ces 6 dernières années, c'est bien Returnal, parce que lui pour le coup je trouve que il allie bien cette volonté cinématographique des PlayStation Studios avec une vraie proposition de gameplay originale derrière. Voilà. Oui, mais surtout la prise de risque, parce qu'ils ont, tout laissé tomber derrière de comment ils faisaient le jeu vidéo, et ils ont tout refait. Moi ça me rend triste parce que c'est un peu une anomalie dans le paysage vidéoludique de proposer un tel risque aussi vénère avec une production aussi léchée, et c'est pas le bon indicateur pour envoyer à Sony pour proposer ce genre de jeu à risque là pour la suite. Ouais, je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Je sais pas si vous voulez rajouter un petit mot là-dessus. Toi, je sais que tu veux y jouer sur PS5 quand tu auras à nouveau une PS5. Bah oui, moi je vais y jouer parce que moi je joue, tu sais, tous les roguelikes, moi je prends, hein. On verra bien. Non, des comme Rogue. Des comme Rogue, pardon. Des jeux pareils à Rogue. Pareil à Rogue. Des pareils à Rogue. Non, plus sérieusement, c'est quelque chose que... Ouais. Mon PC a de toute façon pas les reins pour faire tourner ça, j'imagine. En tout cas, pas de manière peut-être aussi optimisée que sur une PS5, j'en sais rien. J'en sais absolument rien. Tout ce que je sais, c'est que je n'achète pas de jeu à 80 balles. Encore moins si c'est un jeu de 2021. Ouais. Oui. Que sortir un portage qui arrive à année plus 2 à 80 balles, bon bah j'ai du mal à lever plus qu'un sourcil, quoi. Je me dis, d'accord. Et j'ai à nouveau les specs sous les yeux. Ouais, bon, c'est vrai que c'est ultra vénère. Il demande quoi comme... En recommandé. Ouais, en recommandé. Pour 1000 joueurs 1080p 60 images par seconde, il faut une RTX 2070 Super. Okay. Un Intel Core i7 8700 ou AMD Ryzen 7, 16 Go de RAM et 60 Go de stockage sur SSD. Ok, bon, attention, non, c'est bon, ça va en fait. En fait, je pourrais. En recommandé, ça va. En recommandé, c'est pour si vous voulez la partie ray tracing, qui en fait, c'est ça qui est terrible, c'est que c'est là que tu te rends compte quand même, la PS5 et la Xbox sont quand même des machines assez puissantes, qu'il est difficile d'atteindre des puissances équivalentes sur PC. Enfin, c'est possible, mais ça coûte pas le même prix. Ouais, ils réclament une RTX 3080 Ti. D'accord. Ou une AMD RX 6950 XT. Un Intel Core i9 11900K ou un AMD Ryzen 9 5900X et 32 Go de RAM. Je rappelle une chose, ça réclame une 6950 XT. Actuellement, juste une 6650 XT. Ça coûte déjà genre entre 300 et 400 €. Mais c'est moins cher la carte graphique toute seule. Quoi ? Oui, alors oui. C'est moins cher d'acheter une PS5. Oui, mais après ça peut expliquer quelques petits problèmes pour la timidité des gens sur le jeu. Et je connais pas disons que je connais pas la qualité du portage, en fait. Je suis pas encore bien au fait du truc. On se posera la question, j'imagine, un petit peu plus tard. Mais écoute, moi, tu sais, si Returnal est accessible, c'est bien. Par contre, ça fait une exclue de moins sur PS5. Oui, bon, alors tu sais, on peut plus vraiment parler d'exclusivité. Ça reste une exclusivité console. Oui. Voilà. Si vous avez le PC, vous avez un décalage de 1 ou 2 ans pour pouvoir y jouer après, quoi. L'autre problème, c'est les composants, quoi. Parce que, le problème, en l'occurrence, c'est que prix ont c'est là qu'on se rend compte qu'avec l'explosion des prix, c'est pas à l'avantage du PC du tout, hein, du gaming PC. Autant il y avait un moment où tu pouvais dire oui, mais bon, moi mon PC à 1500 balles, il vaut une PS5, mais derrière, il vaut une PS5, il valait une PS4, mais derrière au moins je peux avoir les jeux moins chers. Là, 1, les jeux sont pas forcément moins chers. 2, les composants sont effectivement plus vénères. Alors, du coup, j'enchaîne sur le prix d'une 6950 XT. Alors, la Saphir Nitro Plus, moi je conseille toujours de prendre le modèle Nitro Plus de Saphir. Parce que, quand même, 850 €. Oui. Ouais, c'est un et demi. Une PS5 et demi. Une PS5 et demi, ouais. C'est... Après, je sais pas si la PS5... En fait, disons que je sais pas comment la PS5 le fait tourner exactement. Si on serait sur le niveau high du PC, je ne sais pas. Je ne pense pas quand même, mais bon. Oui, mais ça reste que 500 balles, 550. Le retour haptique, la manette, parce que c'est aussi... Ils sont excellents. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux qui utilisent les retours haptiques. Ce qui est très intéressant, c'est que j'enchaîne. Returnal était vendu comme une expérience sensorielle. Ouais.
Donc t'as l'audio 3D qui fonctionne à balle, t'as le retour haptique sur la manette. Est-ce que c'est des choses qui sont compatibles sur PC ? Ouais, tu peux. Okay. La DualSense est compatible sur PC. Parce que ça, encore une fois, moi j'attends de... Enfin, quand ça fait marcher. Hein. Oui, c'est ça. J'attends de voir l'évolution de ce phénomène-là aussi. C'est que j'aimerais que l'expérience sensorielle promise par Sony soit pas juste le gimmick qu'on va faire pour faire acte de présence en début de gen pour complètement abandonner. Genre, c'est actuellement le cas. Complètement. C'est l'effet tactile switch, tu vois. On l'avait pré-shot. Avec Mage, je me souviens, sur les premiers tests de PS5 qu'on faisait, on l'avait pré-shot que c'est gimmick de début, qu'il y aura jamais mieux que Astro's Playroom. Et bon, bah, on a menti, il y a eu Returnal, mais depuis, à part utiliser les gâchettes qui des fois en plus sont extrêmement pénibles, et tu es toujours obligé de passer par des réglages de la sensibilité parce que sinon c'est trop vénère de base, bah, il l'utilise très très peu. Vraiment, le côté, tu sais, on rappellera jamais assez, mais une DualSense, t'es censé pouvoir ressentir la matière que tu foules de ton pied avec. Et oui, tu peux. Dans oui, Returnal. Ça marche. Sur Astro's Playroom et Returnal. Il y a des bases de ça dans Ratchet & Clank aussi. Dans Returnal, tu ressens la pluie tomber. Sur toi. Sur toi. Ouais, c'est magnifique. Hein. Et c'est super bien géré. Mais je crois que c'est les seuls jeux qui font ça. Il y a vraiment... Après, c'est compréhensible. Hein. C'est compréhensible pour les tiers. Quand t'as beaucoup d'adaptations de jeux, etc. C'est beaucoup moins compréhensible du côté de Sony. God of War, moi je trouve pas ça incroyable. Hein. Les retours haptiques, Marvel's Spider-Man, je trouve pas ça incroyable non plus. C'est très anecdotique et très gimmick. Et je trouve ça vraiment dommage. Ça s'annonçait comme un game changer et c'est vraiment encore une fois mis de côté. Mais bon, ça, écoutez, on l'avait pré-shot. Et c'était à attendre. On passe à la suite ? On passe à la suite. Bah la prochaine, écoutez, oui, 20 millions d'exemplaires. 20 millions d'exemplaires pour Elden Ring. Je suis désolé, hein, moi j'ai vu des vidéos qui remettent en cause l'hégémonie Elden Ring pour dire que c'est pas un si bon jeu que ça. Mais je crois que je m'en fous. Moi je m'en fous, ça reste mon meilleur jeu de ces 10 dernières années. Je suis pas d'accord. Oui, il y a des réutilisations d'assets. Oui, il y a de l'Ubisoftage dedans, mais il le fait très bien. Dans Ubisoftage, il y a sauvetage. Exactement. Non, mais non pas qui que ce soit ait besoin d'être sauvé. Hein. Pour moi, c'est mérité. C'est un grand jeu qui est formidable. J'ai vécu vraiment une incroyable aventure. Et pour être tout à fait honnête, je pourrais me contenter de n'avoir que des DLC narratifs tous les ans, ou tous les 2 ans. Alors, même tous les 2 ans. Ce que je trouve très intéressant, c'est ce que rapporte le site Kotaku. L'article est intéressant, hein, factuellement qu'il ait dépassé les 20 millions d'exemplaires. Cela dit, quand dans l'argumentaire ils disent « Et il a fait tout ça sans DLC ». Le gars, vous savez qu'il y en a un qui va arriver. Arrêtez. Et qui marchera très bien, hein. Après peut-être pas pour tout le monde, mais non vraiment, je trouve que le jeu est très très bien comme ça. Prenez 10 ans, 15 ans pour faire un second épisode si vous voulez, mais alimentez-moi en DLC, mettez-moi au moins 2 ou 3 DLC narratifs. Mettez-moi là, sur les 5 prochaines années et je serai très très heureux. Il se met à marchander. Bah si on avait... Oui, je marchande, écoute. Non mais vraiment... c'est parce que je suis sûr qu'il y a comment il s'appelle le mec de From Software là, Miyazaki nous écoute. Miyazaki nous écoute. Oui, bah de là où il est. Non mais plus sérieusement. Ah non, c'est pas le bon Miyazaki. Même l'autre, il est pas mort. Oh là là. T'as pas le droit. Non mais plus sérieusement, tous les From Software ont eu des DLC. Enfin peut-être pas tous, mais en tout cas les Soulsborne ont eu dans l'immense majorité des DLC. Tous les Soulsborne ont eu des Doki Doki Literature Club. Arrête. Il y a un DLC de Demon's Souls, point d'interrogation. Bah je crois que c'est le seul. Ouais, il y en a pas eu. Les 3 Dark Souls en ont. Bloodborne en a un. Oui. Sekiro en a un. Non. Non ? Il en a pas ? Non. Ah, pas Sekiro, d'accord. Bah, je croyais. Étonnamment, non. Mais c'est parce que je pense que c'est parce que l'éditeur c'est Activision et que... Et peut-être que, j'en sais rien, hein, je balance ça au pif, mais peut-être que la collaboration s'est arrêtée au jeu de base, quoi. Ah, peut-être. Mais en tout cas, moi je me souviens de mon expérience sur le DLC de Bloodborne. Et ce boss de fin du Naissance DLC... par le sang. Absolument terrible. Et ouais. je vous souhaite la même chose. Je vous souhaite une horreur pareille. Bah, vu que de toute manière c'est un jeu en monde ouvert, oui. Très sincèrement, ça me fait pas peur. Parce que je sais que du coup, si DLC il y aura... En fait, ce qui est toujours intéressant, et là pour le coup je suis hyper d'accord avec une vidéo de toujours Thomas, que je vous invite à aller regarder, qui dit que les DLC sont meilleurs que les jeux originaux. Alors, pas tout le temps, mais dans l'idée que sur ce genre de jeu-là, en général, les DLC ont un scope plus réduit. Le jeu vidéo, quand il sort, il essuie les plâtres, et il a des ambitions de avoir un nombre d'heures particulier, avoir une ouverture particulière, un nombre de quêtes secondaires particulières, etc. etc. Là, c'est un DLC qui doit, avant tout,
plaire à ceux qui ont déjà acheté le jeu. Donc du coup, c'est une expérience qui va cibler plus particulièrement ce qui toi t'as plu dans le jeu. Donc si t'as kiffé l'expérience de base Elden Ring, le DLC en général n'est que meilleur. Bon, il donnait plein d'exemples, que ce soit Prey, que ce soit Witcher 3, qui en général, Blood and Wine, est salué comme étant une bien meilleure expérience, beaucoup mieux maîtrisée que le Witcher Wild Hunt de base. Et moi, je suis extrêmement curieux de voir ce qu'ils vont pouvoir donner et de me dire que peut-être qu'on aura une expérience de monde ouvert dans le DLC narratif d'Elden Ring qui potentiellement sera encore mieux maîtrisée et peut gommer les quelques défauts qu'on a pu souligner, mais qui étaient intrinsèque au fait que ce soit un contenu de base, en fait, pour avoir quelque chose de plus spécialisé encore. Non, vraiment, je suis très très curieux et j'attends avec impatience un DLC solo et pas un DLC de joueur contre joueur qui ne m'intéresse malheureusement pas. Mais je comprends. On passe à la suite ? On passe à la suite. Alors la suite, qui c'est qui veut nous en parler là ? Elena, vas-y, je t'en prie. C'est moi qui l'ai trouvé. Vas-y. Alors, une news un peu rigolote, parce qu'on aime bien quand même tout ce qui est scandale, drama, etc., etc. Bon, c'est un drama un peu plus ou moins gentil, un peu sucré-salé. Donc peut-être que la semaine dernière, je crois que c'était à peu près la semaine dernière, vous avez vu passer des rumeurs. Des rumeurs. Oui, des rumeurs. C'est des boomers, mais de Roumanie. Les rumeurs. Avec mon cœur. Vous avez peut-être vu passer les rumeurs sur un set de Lego pour Zelda, avec l'arbre mojo. Oui, moi je me souviens que j'avais... je l'ai partagé à Ico. Day One. Effectivement. Donc, vous l'avez vu passer, potentiellement. Bah, le truc, c'est que c'était que des rumeurs. Sauf que, il se trouve que c'était vrai. Comment on a appris ça ? Une chaîne YouTube qui a couvert cette rumeur-là en partageant les images de ce set-là, qui s'appelle Nintendo Prime, a reçu un copyright. Un strike de copyright sur leur chaîne YouTube de la part de Lego. C'est même pas Nintendo, parce que d'habitude, c'est Nintendo qui strike tout ce qu'ils peuvent. Là, c'est Lego qui est passé par là. Ah, mais c'est carrément un strike qu'il a reçu. Mais c'est un strike qu'il a reçu. Et la raison, c'est le dévoilement des informations confidentielles sur des produits encore non accessibles. Voilà, tout ça pour dire, si vous souhaitez vous lancer dans YouTube, ne vous lancez pas dans les chaînes qui répertorient les leaks. C'est une très mauvaise idée. Pour petit rappel, parce qu'on a tendance à faire de l'abus de langage sur le strike, en général, on prend des claims pour se faire démonétiser. Donc, c'est grosso modo juste des rappels à l'ordre où la sanction, ça va être une démonétisation ou un blocage de la vidéo, point. Un strike, c'est un avertissement, c'est des sanctions relativement graves, par exemple l'impossibilité de pouvoir faire du streaming ou de monétiser les vidéos qui vont suivre pendant 6 mois. Et au bout de 3 strikes dans une période limitée, tu peux te faire supprimer ta chaîne. C'est ça, donc c'est pas... c'est méchant, le strike, comme son nom l'indique, que ça fait mal. Exactement. Continue. Donc... Et on prend pas des risques d'ailleurs Alors, nous, pour la chaîne YouTube Blast News. Bah non, on va pas les révéler. Normalement, il y a rien du tout. Tout a déjà été révélé, tout a déjà été striké. Le truc, c'est que, Lego, ils sont venus, ils ont dit, ok, ça c'est notre truc. Vous montrez l'image qui nous appartient. Ça n'a pas été encore annoncé ni rien du tout. Ils ont striké la chaîne. Le problème, c'est que en le faisant, ils ont confirmé la vérité des faits. Et voilà, bravo Lego, merci beaucoup. Maintenant, on sait qu'il y aura un set de Zelda qui va sortir. En Lego, que je prendrai Day One. Que vous pourrez aller me suivre sur Twitch, Ico_NoClast, sur lequel je fais des montages. J'ai commencé des gunpla. Allez-y. Oui, ça, tu vois, c'était une chose qu'on n'a pas marqué dans notre intro c'est parce que c'est pas naturel encore. Voilà, mais sachez que Ico s'est mis à faire. Et on montrera des Lego quand j'aurai fini les gunpla. Exactement. Voilà. Donc ça, je trouve, c'est ce genre de news extrêmement rigolo qui provoque du coup l'information qui se déroule sous nos yeux comme ça, et donc du coup les rumeurs qui se confirment par les principaux intéressés en fait. Voilà. Merci beaucoup. On passe à la suite. Alors la suite, qui c'est qui veut avoir la patate chaude de Microsoft qui a signé un contrat de 10 ans entre Nintendo et ses consoles et qui s'étend aussi en fait à Nvidia et plein d'autres choses. Alors ça, c'est Étagère qui l'a trouvé. En principe, ça aurait été pour Victor. Ouais. Moi, je me souviens que je l'ai vu passer. Oui, je l'ai vu passer. Qui, Victor ou la news ? Non, la news. Ah. Moi, je l'ai pas vu passer. C'est effectivement la suite de
des feux de l'amour. Que j'étais un peu scandalisée. Tel qu'on les fait passer nous-mêmes. Hein. On est là à suivre cette histoire de procès et de rachat de Activision qui est de plus en plus ridicule au fil des semaines. Ouais. Mais qui nous permet de dire du mal d'une GAFAM. Donc on le fait parce qu'on est de gauche. Vas-y, étagère. Ainsi va la vie. Non, plus sérieusement, dans peut-être un petit but d'orientation morale, heureusement que ces héros chez Microsoft sont là pour dire non, peut-être que c'est une société multimilliardaire qui rachète une autre société multimilliardaire, mais si on le fait, c'est avant tout pour les joueurs. Oui, c'est comme Bobby Kotick qui veut vendre sa société pour protéger l'économie de la Grande-Bretagne. C'est ça, mais alors Robert Petitchat, s'il te plaît. Oui, Robert Minou. Robert Minou, ouais. Robert Minou, non, plus sérieusement. Brad Smith qui communique sur Twitter. Qui est Brad Smith qui est... Attends, il a quel rôle dans Microsoft Il est président. Il est juste président, effectivement. Juste président. Il est juste président d'un petit... Excusez, hein, j'avais un doute sur son rôle exact. J'ai juste dû effectuer une recherche. Vous en faites pas. CEO, mais président. C'est ça. Proposition d'un contrat de 10 ans pour apporter les jeux Xbox chez Nintendo. Et par jeu Xbox, on veut dire Call of Duty. Parce que, c'est pas vendre la charrue avant les bœufs, mais si Call of Duty était une propriété de Microsoft, voilà, Call of Duty pendant 10 ans chez Nintendo. Attends, je note. Après, pour ce qu'il y a comme jeu Microsoft en ce moment. Après, si un petit Pentiment qui débarque sur Switch. Alors, écoutez, là pour une blague. Donc un petit Age of Empire 2. Et Age of Empire sur Switch. Je t'en prie, Elena, pardon. Donc pour une blague, je relis le message officiel du coup de Nintendo, de Microsoft vis-à-vis de ça. Et bien évidemment, il parle de plein de jeux, genre de tous les jeux Xbox. Sauf que dans ce message-là, qui est extrêmement court, il y a 4 fois mention de Call of Duty. Oui. Call of Duty est mentionné 4 fois dans ce message. Donc moi, quand je l'ai vu passer, parce que je l'ai vu passer aussi il y a quelques jours, j'ai même fait un commentaire ici, entre nous, on en a discuté. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Moi, chez nous, on dit partager la peau d'un ours encore vivant. Oui, on a quelque chose, hein, c'est vendre la peau de l'ours. Voilà, c'est ça. Ouais, mais c'est effectivement, ils vendent la peau de l'ours de manière assez considérable et assez honteuse. Et mais là, c'est des proportions qui sont encore plus grandes parce que c'est sous couvert d'un engagement moral auprès d'une communauté de joueurs. Mmh. Mais moi, le truc qui me choque un peu, c'est que ça vende la peau de l'ours et ça détourne encore une fois l'attention. Parce que c'est le problème, c'est pas Call of Duty. Call of Duty, c'est le cheval. Enfin, c'est un cheval de Troie. C'est un cheval de Troie. Mais le truc, c'est que moi, je fais une vidéo sur des jeux prédateurs. Et dans cette vidéo, je vais parler de Diablo Immortal. Mais Diablo Immortal, c'est dans le rachat aussi. Hein. Bah oui. Et Diablo Immortal, ça rapporte beaucoup d'argent. Hein. Plus que Call of Duty. Hein. Non, pas plus que Call of, faut pas déconner. Mais ça rapporte énormément d'argent. Hein. Tout ce qui est jeux mobiles, rien que la section, on y revient, rien que le rachat King, parce qu'il n'y a pas que Activision Blizzard, il y a aussi King qui est racheté. Hein. Rien que King avec les Candy Crush et tous les sagas, machin truc, ça rapporte beaucoup d'argent. Mais ouais. Il n'y a pas que Microsoft, il n'y a pas qu'avec Nintendo qui a ce deal qui est signé, il y a aussi avec Nvidia, qui maintenant est content et valide d'ailleurs hein, le rachat Activision par Microsoft, dans la mesure où eux, ils ont gagné le deal d'avoir le droit de mettre des jeux Microsoft sur le GeForce Now. Ah jusque-là, ils n'avaient pas le droit aux jeux ni Activision, ni Microsoft, parce qu'ils n'avaient pas d'accord. En signant cet accord de 10 ans d'exclusivité si rachat il y a, ils auront et les jeux Microsoft qui tourneront sur le GeForce Now, et les jeux Activision. Donc eux, content, hein, même si c'est que 10 ans... C'est pas mal, disons. C'est plutôt pas mal, hein, sachant que pour le coup, c'est vraiment des concurrents directs à Microsoft dans le secteur du cloud gaming. Oui. Voilà. Mais c'est n'importe quoi. C'est un soap opéra cette histoire. Il y a des choses qui sont en train de passer. Il y a des tirs dans tous les sens. On passe à la suite ? On passe à la suite. Autre actu qui parle de Destiny 2. Apparemment, Bungie a gagné 4 millions de dollars dans un tournoi. Dans un procès. Pardon. Alors, comment dire, c'est moi qui l'ai trouvé et je trouvais ça très drôle. Bungie a gagné la bagarre. Pour une fois, Bungie a gagné quelque chose. Excusez-moi, je pense qu'on avait besoin d'en parler. Il s'est passé quoi ? Bungie était en procès contre Ain Junkies, producteur de cheats pour
Bah, tout simplement pour Destiny 2. Et d'autres jeux FPS. Et d'autres FPS d'une manière générale. Donc, infraction au contrat d'utilisation des jeux de Bungie. Donc, j'imagine qu'ils ont pu faire valoir devant la cour comment dire ? Bah que ça va pas. Bah que ça ne va pas, hein, tout non. simplement. Ça se fait pas, ça, monsieur. Qu'effectivement, il y a une atteinte à l'expérience utilisateur. Bah c'est surtout, j'imagine que du coup, ils récupèrent les codes du jeu pour pouvoir faire des cheats. Et ça Oui. veut dire qu'on peut pas récupérer comme ça tout simplement le code du jeu, le code source ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est atteinte au copyright. Hein. C'est complètement une atteinte au copyright. Il y a eu effectivement une amende de 2 En fait, c'est pas juste un procès de 4 millions. Moi, ce que je trouve très drôle, c'est que le juge a accordé à Bungie $2500 pour chacune des 1361 violations du droit. D'accord. Donc c'est... Oui. Accompagné de $738 722 de frais légaux. Oui, mais ça, c'est la norme. Techniquement, tu vas rembourser les frais de la procédure, c'est le perdant qui le fait. Oui, c'est bien la évidemment. Base. Mais on a là quelque chose que je trouve très important. Je n'irais pas jusqu'à qualifier ça de... Disons que si on devait produire une nouvelle vidéo sur des procès un petit peu ridicules, je trouve très drôle un procès qui est vraiment... Mais c'est un Big Mac. Oui. C'est des violations de copyright. C'est un millefeuille. C'est un millefeuille. Tellement Eliana, tu vois. Destruction des preuves. Oui, parce que dans la foulée, effectivement. Et finalement, un cas d'école dans le... Comment ça s'appelle ? Parce que là, cette fois-ci, il est question de droit des joueurs. Oui. Aussi. Je suis très amusé par toute cette affaire. Mais attends. On va le noter dans les sujets vidéo, écoute. Hein. Mais ça se trouve, c'est pour ça que Valve a décidé de mettre sa campagne de bannissement des cheaters sous les lumières de projecteurs. Oui, c'est ce qui m'y a fait penser. Parce que c'est un cas d'école, effectivement. C'est un cas d'école. C'est pas bête. Hein. Je sais pas si ça va constituer une jurisprudence ou... Bah si. Ouais, si, j'imagine, en fait. C'est le ils sont où, là, aux États-Unis ? Ils sont c'est un précédent. Bah, je vous fais confiance parce que vous êtes deux à avoir étudié le droit, pas moi. C'est un précédent, ça va fonctionner public. Pour les prochaines... Si vous voulez, je peux vous montrer comment vider un poulet, mais c'est gentil. Je n'ai pas fait de droit. Et si tu veux, je peux te montrer comment vider un poulpe. Échange de bons procédés. Mais oui, c'est un précédent qui va fonctionner pour les prochaines histoires de cheat. Aïe aïe aïe, préparez-vous. Préparez-vous pour, j'imagine, l'Empire contre-attaque contre les cheaters. Mais j'adore surtout les $2500 pour chaque pour chacune des 1361 violations. Ouais. Bah oui, mais une par une, elles sont pas très graves, mais tous ensemble, ça fait beaucoup d'argent. Ben oui. Très bien, très bien. Et bien on passe à la suite. Et l'ultime news, c'est Multiversus. C'est ça, c'est une news qui est sans surprise. Oh là là, dis donc, il y a un jeu service de plus qui bat de l'aile. C'est terrible, hein. Surtout que lui, il avait vraiment fait beaucoup parler de lui. Hein. Il a fait beaucoup parler de lui parce que derrière, t'avais Warner Bros qui avait investi beaucoup en communication aussi. C'est vrai. Mais aussi parce que c'est un crossover, et que les crossovers en général, ça fait toujours beaucoup parler. J'y viendrai, et je dirai pourquoi je suis très intéressé par ça, mais c'est effectivement Multiversus qui a perdu 99% de ses joueurs. Oula, qui est un sur jeu les de 7 bagarre. derniers mois, qui est un jeu de bagarre. SteamDB, alors attention, d'après les chiffres de SteamDB. D'après les chiffres de SteamDB, effectivement. On est passé de 153 000 joueurs à 1290. Ce qui est moins que Returnal. Ce qui est moins que Returnal, mais du coup 1297 sur les 30 derniers jours. Comment vous dire ? C'est un problème, mais ça n'a rien de surprenant dans la mesure où effectivement on est en février, je sais plus combien il y a de jeux services qui sont morts depuis cette année. Il y a plus de 20 jeux services qui sont morts déjà depuis le début de l'année. On pourrait faire facilement 2-3 top 4 rien que sur l'année 2020-2023 des jeux services morts. Hein. Mais ce qui est très intéressant, c'est que disons que le problème des joueurs qui a été relevé, selon moi, bon, c'est pas forcément pour ça que le jeu est mort, mais que on parle de manque de soutien du jeu. Ça tue, hein. Ça aide pas. Ça tue d'une manière générale. Que le personnage qui va être ajouté, c'est un personnage de Rick and Morty. Bon, en ce moment, c'est pas trop le moment. Pickle Rick. Je sais que Samurai Jack devait être ajouté à un moment, mais ça permettra pas de sauver tout un jeu, si je peux me permettre. Peut-être aussi l'expansion pass qui est trop cher. Peut-être. Puisque moi, je vois des chiffres à $40 l'expansion pass. Bah,
C'est un expansion pack, mais c'est pour débloquer des trucs que tu pouvais débloquer en jouant correctement. Ouais. C'est pas... Moi, j'ai pas joué au jeu. Hein. C'était... Je sais qu'il y a eu un moment, il y avait Brandon et Mage qui voulaient absolument que j'y joue et ils y jouaient beaucoup. J'y ai fait 5-6 heures, c'est pas génial. J'ai pas ouf. Moi, en termes de game feel, le jeu est mou. Le jeu est mou et il flotte. Smash Ultimate est plus satisfaisant. Même à notre faible niveau à nous, Smash Ultimate est... Parce qu'il y a vraiment eu une grosse communication autour du jeu. Hein. Oui. Je m'en souviens. Oui, mais et apparemment, ils sont à peine à la saison 3 actuellement, c'est ça ? Oui, c'est ça, effectivement. Ouais, c'est pas... le problème, c'est que Multiversus avait ces trucs que... c'est un jeu service, par conséquent, si t'es pas en train de jouer avec le truc pété du moment et que t'obéis pas à la méta, tu te fais rouler dessus. Et ça se ressent encore plus, il est dans une spirale infernale dans laquelle, là, les débutants ne peuvent pas jouer, parce qu'ils se font étouffer par les 1290 joueurs qui restent, mais qui sont très très forts au jeu. C'est un problème. Et il n'y a pas de moyen de pouvoir faire des lobbies pour jouer que entre noobs ou même jouer tranquille. Alors si, on peut le faire, mais pour ça, il faudrait qu'on soit plusieurs à vouloir se mettre à Multiversus, et dans le paysage jeu de combat actuel, je pense pas qu'il ait sa place. Il y a Street qui arrive. Je lui donne le mérite d'avoir été un clone de Smash convaincant. Beaucoup plus en tout cas que les trucs de Nickelodeon, beaucoup plus que le truc de Cartoon Network. D'accord. Je lui accorde ce... Tu es second, bravo. Je lui accorde ce bénéfice. Cependant, en fait, dans la niche de Smash, il y a que Smash. Simplement parce que je ne pense pas que les licences de... Alors, il y en a quelques-unes de Warner Bros. Qui sont intéressantes. Un jeu de combat avec Batman, moi je prends toujours. Un jeu de combat avec tous les personnages de DC, ça existe déjà. Oui. Il faudrait un Marvel Bros. Tu vois, avec des persos de super-héros, quoi. Si tant est que ça intéresse les gens de jouer à un platformer brawl... Parce qu'un jeu de combat Marvel, foncièrement, ça existe déjà. Marvel vs Capcom, tout simplement. Marvel vs Capcom, le 3e épisode était sorti avant vraiment la grosse explosion du MCU. Il y avait déjà Rocket Raccoon jouable. Ils ont eu le nez creux, les mecs. Qui malheureusement a été retiré de tous les stores pour cause de droit. Je suppose que la licence Marvel coûte plus le même prix. Non, la licence Marvel coûte plus le même prix qu'à l'époque, et c'est dommage parce que Infinite il est un petit peu moins sympathique, mais Marvel vs Capcom 3 était vraiment chouette quand même. RIP Multiversus, hein, on croise les doigts que Pickle Rick puisse te sortir un petit peu, mais ça s'annonce assez tendu pour lui. Je pense pas que Pickle Rick puisse sauver qui que ce soit à l'heure actuelle. C'est terrible. Mais écoutez, merci beaucoup pour avoir suivi ces Blast News et merci beaucoup pour avoir été présent pendant ce podcast. J'espère que ça s'est bien passé pour vous deux. Oui. C'était rigolo je trouve cet épisode, on a eu beaucoup d'informations assez croustillantes. Oui, c'était un épisode un petit peu disons que c'est un épisode qui suit son cours, quoi. C'est un épisode très suite de trucs absolument terribles qui ne cessent de se produire. On vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao. Salut.